faut pas attendre d'être malade pour revivre. Il ne faut pas attendre d'être malade pour vivre, au fond. Parce que j'ai rencontré la dernière année et demie, 2 ans, beaucoup de gens qui avaient survécu au cancer. Et quand vous leur demandez ce qu'ils ont appris dans la chose, ils vous disent à peu près tous. J'ai encore entendu ça la semaine dernière, j'étais à une radio où quelqu'un m'a raconté ça. Et ils disaient, mais oui, mais moi avant et moi après, c'est pas la même personne. Si vous leur demandez ce qui a changé, ils vont vous dire, c'est la saveur de la vie. C'est le même mari, la même femme, les mêmes enfants, c'est les mêmes problèmes, mais au fond, la vie a complètement changé de saveur et j'apprécie tout, je goûte la vie. Et je vais au travail par un chemin différent parce qu'il y a des arbres que j'aime. Et donc, il y a tout un paquet de petites libertés qui se prennent, qui stimulent sans cesse le goût de vivre des gens. Ils se rendent compte que ce qui est important, c'est la saveur de la vie. Et c'est vrai qu'au fond, on est là pour déguster le mouvement de la vie. L'annonce de la maladie, c'est quelque chose qui est difficile à gérer, en fait. Et c'est plus quelque chose qui nous prend que quelque chose qu'on gère. Et justement, je pense qu'un des effets de la maladie, c'est de nous arrêter de gérer des choses en nous. Et ça prend le dessus. Et donc, c'était plutôt un submergement. Et l'annonce elle-même, le diagnostic, c'est sûr que là, c'était un diagnostic très grave d'un cancer terminal qui touchait l'estomac, la rate, les 2 poumons. Ça a pris au moins 3 semaines avant d'accuser le coup, en fait. L'annonce était progressive parce qu'on découvrait toujours de semaine en semaine combien grave c'était. Mais une fois que tout le bilan était établi, moi-même, il a fallu que je perde mes cheveux dans la douche pour me rendre compte que j'étais vraiment malade. Je n'y croyais pas, en fait. Mais là, j'ai réalisé que c'était très grave et là, j'ai commencé à additionner différentes approches, en fait, ce que je savais faire, parce que je l'avais appris peu à peu sur le terrain de la maladie, comment on pouvait utiliser à la fois la médecine conventionnelle, celle de l'hôpital, et en même temps associer de l'acupuncture, de l'homéopathie, des aliments, des jus de verdure, de la méditation. Enfin, je me suis fait un petit cocktail assez important pour me permettre de stimuler les propres mécanismes qu'on a d'autoréparation. En fait, c'est ça que les gens, la plupart du temps, ne tiennent pas compte. En fait, les mécanismes de réparation sont toujours en action en nous. C'est comme quand on se coupe, on va cicatriser, mais il y a des choses qu'on va faire qui vont aider ça. On va laver la plaie, mettre un organe antibiotique ou des choses comme ça, recevoir une piqûre de tétanos. Mais la cicatrisation, on ne peut pas l'inventer. Elle va venir de l'intérieur. On peut seulement mettre en place un environnement soignant qui, lui, réveille la médecine intérieure, ou réveille notre médecin intérieur. Il faut se réorienter sur ce qui nous donne le goût de vivre. Dans mon cas, c'était beaucoup la musique, la poésie, par exemple, des choses comme ça. Et en réalité, je ne trouve pas que la maladie, c'est un endroit pour faire des plans. C'est que justement, la gestion doit arrêter. Et moi, j'étais vraiment arrêté. J'étais arrêté 2 ans complets. 1 an de traitement, 1 an de convalescence. Et c'est ça la grâce de la maladie, c'est d'arrêter. Et c'était une chance de pouvoir le faire. Je n'avais pas besoin de gagner ma vie absolument. Je pouvais arrêter 2 ans. Mais en même temps, je dirais qu'effectivement, ça nous ramène à nos bases, ça nous ramène à ce qu'on a pu négliger dans sa vie et qui veut avoir le droit de citer, au fond. Par rapport à la mort elle-même, c'est sûr qu'au début, on est assez combatif. Mais la plupart du temps, après 1 mois et demi, 2 mois, dû aussi à l'effet de la chimiothérapie et tout ça, on est abattu. Et dans tous les sens du mot. Et dans ce sens-là, je suis tombé dans des états aussi extrêmement dépressifs. C'est là que j'ai commencé à utiliser beaucoup de visualisation et de choses comme ça pour arriver à transformer mes états intérieurs, en fait. J'y arrivais assez bien. Donc, voyant la force de ça, je suis aussi entré dans un espace avec travers beaucoup de méditation, de visualisation, aussi le fait de ne pas avoir de travaux, de responsabilités, de devoirs particuliers. Un état de détente et de joie intérieure suffisamment important pour que la perspective de la mort ne soit pas si triste que ça non plus. Je veux dire, je suis vraiment entré dans des états plutôt extatiques où l'idée de mourir ou de vivre est assez égale, en fait. C'est la vie profonde qui s'affirme, mais on a beaucoup moins peur de la mort dans ces états-là. Et dans ce sens-là, je trouve que quand on atteint cet état-là, ça fait 2 fois que ça m'arrive, que de passer proche de la mort et de toucher à ce fond lumineux ou joyeux de l'être, ou ce que les Tibétains appellent la claire lumière, dans ces états-là, il n'y a pas ce souci-là de vivre ou mourir. Et par contre, ce sont des états qui, eux, vont stimuler énormément les mécanismes d'autoréparation.
Et de toute façon, on se dit, si je meurs, je vais mourir avec le sourire. Et j'étais tout à fait à l'aise, franchement, avec ça. Aujourd'hui, j'ai peur de mourir comme tout le monde, mais dans ces états-là, il n'y a pas cette préoccupation absolue qui est notre peur de mourir. Je ne sais pas si la maladie est là pour nous apprendre quelque chose. Je pense que c'est plutôt un fait de pure nature. C'est qu'à un moment donné, il y a eu trop de quelque chose et c'est malade. Et c'est ça que je pense. Et donc, c'est une réaction extrêmement saine, extrêmement spontanée, anarchique même de l'organisme, irrépressible. Et c'est ça qui fait dire que la maladie, quand on est malade, c'est la chose la plus en santé en nous. C'est la chose qui est la moins maîtrisée, au fond. Et c'est la chose qui est la plus nature. Et dans ce sens-là, la maladie participe à l'intelligence de notre organisme, participe à l'intelligence universelle. Effectivement, elle vient nous rappeler des choses. C'est-à-dire qu'on peut, c'est ça que je dirais, je formulerais ça comme ça, on peut utiliser la maladie comme une opportunité d'apprendre des choses sur soi et sur la vie. Et c'est très intelligent de faire ça à ce moment-là. Mais des fois, on est si malade qu'il faut que des gens nous prennent en charge, ou qu'un système nous prenne en charge et tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut parler avec prudence. Ce n'est pas toujours possible de l'utiliser dans ce sens-là. Mais aussitôt qu'il y a un peu de santé qui revient, il faut le faire. C'est-à-dire, c'est toujours intéressant de poser la question, comment j'ai ouvert le flanc inconsciemment à cette atteinte? Et là, on trouve des choses. Même pour une grippe, c'est intéressant de se poser des questions comme ça, parce qu'il n'y a personne qui attrape la grippe s'il n'est pas fatigué ou surmené. Mais si on est surmené, ça parle même de la façon dont on gère toute notre vie. Même une simple grippe remet en question toute notre vie. Mais loin de moi l'idée de dire, par exemple, que le cancer, c'est un facteur uniquement psychologique ou génétique, par exemple. Le cancer, ça a plusieurs facteurs. Ça a des facteurs environnementaux, il y a du cancer dans les lignées familiales, nos nourritures sont très appauvries et cancérigènes, toxiques. On en rajoute avec toutes les choses, les choses mauvaises qu'on mange. Alors, dans ce sens-là, le cancer, c'est plus une épidémie collective qui vient nous dire jusqu'à quel point on est divisé avec les sources de la vie. Alors, ça vient nous dire individuellement et ça vient nous dire collectivement. Si un arbre est malade dans une forêt, il ne parle pas de sa maladie à lui, il parle de ce qui menace toute la forêt. Donc, dans ce sens-là, nos maladies ont à la fois le caractère individuel et à la fois le caractère collectif. Quand on est malade, bizarrement, on a beaucoup de choses à faire, et très peu d'énergie pour le faire. Donc, on suit ce rythme-là, en fait, des examens, des prises de sang, des protocoles hospitaliers, un paquet de choses comme ça, même si c'est les médecines naturelles, ce qu'il faut prendre telle heure. Et bon, on a quelque chose à faire, puis il faut aller marcher un petit peu dehors, si on a le courage ou la capacité. Mais quand on s'occupe de quelqu'un, on n'a que sa bienveillance, et souvent on vit beaucoup d'impuissance. J'ai voulu dédier un chapitre du livre à cet accompagnement-là pour partager ça avec les gens. Quand on accompagne quelqu'un qu'on aime jusqu'à son dernier souffle, c'est quand même une épreuve assez importante dans la vie. Et ça me permet de comprendre plusieurs choses. D'abord, on vit beaucoup de choses, mais on ne sait pas toujours si on peut les partager à l'autre ou non. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut vraiment le faire. Par exemple, moi, je n'étais pas du tout d'accord avec les façons dont Yana s'y prenait pour se revenir à la santé. Et souvent, je n'étais pas contente du tout, mais je ne savais pas trop quoi faire. Donc, je prenais la peine de lui dire, en lui disant, mais en même temps, c'est à toi de choisir, je respecte ta liberté, et peu importe les choix que tu vas faire, moi, je vais rester près de toi et je vais être solidaire parce que je t'aime. Donc, à la fois, je la sécurisais, à la fois, en même temps, je lui disais, moi, ce que j'avais à dire pour permettre des réorientations. Ce qu'elle n'a pas fait, mais j'ai respecté sa liberté. Donc, j'ai aussi respecté qu'on ne pouvait pas avoir de plan pour l'autre. On ne peut pas... Bien sûr qu'on pense que l'autre devrait se guérir comme ça, mais on ne peut pas déposer de plan sur l'autre. Il faut respecter la liberté. Ce qui ne nous empêche pas d'exprimer ce qu'on pense, notre opinion là-dessus. L'autre chose, je me suis rendu compte qui était très difficile, c'est de rester de bonne humeur dans cette expérience-là. Ça, c'est difficile, mais il faut sans cesse se rappeler que mieux vaut un malade plutôt que deux, au fond. Et souvent, les gens s'empêchent de prendre congé, s'empêchent d'être de bonne humeur à l'extérieur de l'endroit où ils prennent soin de la personne qui est malade. Ça ne permet plus de vivre, au fond, des moments exubérants, des moments d'effervescence avec d'autres personnes, parce qu'on pense toujours à la personne qu'on a laissée toute seule et qui ne peut plus participer à la vie de cette façon-là. Mais là, il faut dépasser sa culpabilité et vraiment se donner du congé, parce que je peux vous dire, pour avoir été souvent malade et souvent dans 3 semaines au fond d'un lit,
à attendre le petit bouillon de poulet ou de légumes que la personne qui vous fait du bien dans votre chambre. C'est quand même la personne de bonne humeur et toute vivante et qui parle du dernier film qu'elle a vu, des vacances qu'il va avoir avec les enfants et tout ça. C'est une bouffée d'air frais, c'est de la vie. Une autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que quand j'étais très malade, les gens ont peur de toucher les malades. Mais je dois quand même dire que quand quelqu'un prend la peine de me toucher la main, le poignet, l'épaule, peut-être même un petit massage, peut-être même très localisé, quand on sent la chaleur de la personne. Et quand on est très malade, on a souvent froid. On est amaigri, on a froid. Et quand les gens nous touchent, on sent vraiment la chaleur de la vie qui circule en nous. C'est très rassurant, ça fait beaucoup de bien. Quand on sort des grandes maladies, on se dit après, ben, j'étais fou. J'étais déjà malade, c'est pour ça que j'étais malade. Hein, les gens disent « Ah, je suis triste parce que j'ai le cancer », mais moi je leur dis « Non, non, vous étiez triste, donc vous avez le cancer. C'est plutôt ça, vous étiez en colère, donc vous avez le cancer. C'est pas parce que vous avez le cancer que vous êtes en colère que vous êtes triste. C'est que tout ça était avant, et ça a produit de la maladie, parce que vous ne pouviez pas écouter ça. Ça sert à rien de se sentir coupable, des fois il faut survivre, on ne peut pas s'écouter vraiment. Mais là, c'est le temps de le faire. C'est que la maladie, dans ce sens-là, si j'ai une chose à dire, c'est une opportunité de changement. C'est une porte ouverte, en fait, et c'est une porte ouverte sur les ressources. Autant les ressources qu'on porte intérieurement et qu'on ne connaît pas, autant les ressources qui existent dans notre environnement, et de gens qui peuvent nous aider, d'intervenants, de différents types de médecine qui peuvent nous aider. Et on trouve des personnes en chemin qui sont vraiment intéressantes. Donc, il faut se dire ça. J'ai un ami médecin qui a une clinique de cancer à Boston qui dit, lui, le cancer est une trop bonne opportunité d'évoluer pour la laisser passer. En voulant dire, là, il y a un ferment, une évolution de l'être, une évolution psychologique vraiment importante. Voilà, je pense qu'il faut regarder les choses comme ça. C'est-à-dire, tiens, oui, c'est du travail, oui, il y aura un effort, mais oui, c'est auspicieux, c'est pas seulement destructeur. Il faut se rappeler que la maladie, c'est l'intelligence de la vie qui nous parle. Et que tant qu'on est vivant, la partie n'est pas encore perdue. On vit des vies à un rythme effréné, la mienne en tout cas, et c'est vrai que ça prend vraiment une discipline, et dans ce sens-là, je trouve qu'une discipline comme la méditation, la respiration, des choses comme ça, ou même juste se rappeler qu'on est au monde et vraiment prendre la peine d'être en union avec ce qui nous entoure, ce sont vraiment des choses très pratiques, mais qu'il faut faire chaque jour, et plusieurs fois par jour, et aussi chaque jour, je me dis, bon, aujourd'hui, c'est quoi que je peux ajouter à ma journée qui va être vraiment, qui va stimuler ce goût de vivre. C'est extrêmement important de faire ça, de se rappeler qu'on est au monde, on n'est pas au monde pour travailler, on est au monde pour vivre. Et la santé est simplement un véhicule, un moyen, un agent qui permet de goûter plus à la vie. C'est important, et quand on la perd, il faut se rappeler que la santé, ça sert à goûter à la vie, donc il faut se remettre en ligne avec ce qui nous permet vraiment de vivre. On est des créatures dans une création, et ce qui nous réjouit, ce qui réjouit le cœur des êtres humains, c'est de créer. Créer des états intéressants en soi, d'amour, de compassion, des états lumineux, des états d'inspiration, d'effervescence, c'est ça qui compte.